Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Prenez place pour le journal. Nous sommes le mardi 28 janvier. Et oui, déjà le mois de janvier qui se termine tout doucement. Alors, à la une de cette édition, une mobilisation sociale pour la sauvegarde et surtout le développement de l'hôpital de Martigues. Les unions locales CGT du pourtour de l'étang de Berre se sont rassemblées ce matin pour protester contre les conditions de travail au sein de l'hôpital martégal. C'est vrai que depuis plusieurs mois, la colère gronde, mais les lignes ne bougent pas. Une délégation a d'ailleurs été reçue en sous-préfecture à Istres. Le reportage sur place d'Enzo Buonalana. Ce matin à 10h30, 9 représentants des différentes unions locales de la CGT ont été reçus à la sous-préfecture d'Istres. Parmi ces représentants, Laure Privat, secrétaire syndicale CGT de l'hôpital de Martigues. Elle pointe du doigt le manque de personnel dans l'établissement de santé. On n'arrive pas à soigner dignement, on est en sous-effectif, nos locaux sont trop petits, il faut des moyens pour soigner la population actuelle, sachant que 10 000 emplois arrivent dans la zone industrielle-portuaire, donc il faut des moyens. Reçus par le sous-préfet, le maire de Martigues, Gabi Charroux et l'ARS, les unions locales CGT réclament 90 emplois plein temps statutaires. Carole, infirmière à l'hôpital de Martigues depuis 1996, explique son quotidien et le manque de personnel qui pèse sur les salariés. Les horaires de travail qui fluctuent, on nous appelle assez souvent pour régler l'absentéisme qui est compliqué à régler parce qu'il y a tellement un manque de personnel. Des fois, les gens ne sont pas remplacés. Donc du coup, on est en effectif restreint et c'est pas facile. Pas facile, comme le manque de matériel et un service des urgences saturé. Le syndicat CGT réclame 170 millions d'euros pour la défense de l'hôpital. En cette période d'épidémie de grippe, 35 brancards ont dû être réquisitionnés pour pouvoir placer les patients dans les couloirs. Un service des urgences qui est prévu pour 110 passages quotidiens et où on en fait 150, voire 190, voire 200 avec les pics épidémiques qu'il y a à l'heure actuelle. On voit bien que les locaux sont plus adaptés. La CGT s'était déjà rassemblée en novembre dernier devant la halle de Martigues à l'occasion des 50 ans de l'établissement des Rillettes. L'union locale CGT Martigues annonce que d'autres dates de rencontre avec le sous-préfet sont à venir. En bref, les pompiers en grève demain. La totalité des agents du SDIS 13 est appelée par la CGT à protester pendant 1 heure à la prise de service. Parmi les revendications, l'augmentation des effectifs des sapeurs-pompiers professionnels dans notre département. Les pompiers qui réclament plus de moyens humains dans les centres de garde à forte sollicitation. On revient au chapitre santé, tout est lié autour d'une question qui nous taraude. Comment lutter contre les déserts médicaux ? Eh bien, une avancée à Vitrolles. La municipalité et la maison de santé pluriprofessionnelle vont inaugurer demain, mercredi, le nouvel espace santé Simone Veil, situé dans le quartier des Pins, avec des locaux lumineux, un mobilier design. Cet espace peut accueillir jusqu'à 6 médecins et des professionnels paramédicaux. Écoutez le docteur Florence Zemour, elle est médecin généraliste et gérante de la maison de santé pluriprofessionnelle au micro de Rémi Reponti. Ce nouvel espace de santé, c'est un espace de santé qui a été créé et pensé en coopération avec la mairie de Vitrolles et qui est destiné à recevoir des installations de nouveaux professionnels de santé, c'est-à-dire qu'il est réservé à des professionnels de santé qui n'exerceraient pas encore sur la ville. Donc ça va apporter forcément une augmentation de l'offre des professionnels de santé sur la commune à destination des habitants de toute la commune de Vitrolles. On a eu ces dernières années de nombreux médecins généralistes qui sont partis en retraite et qui n'ont pas été remplacés, et notamment dans ce quartier des Pins. Il y a un médecin généraliste qui s'est installé, qui fait pas encore un plein temps, donc elle va progressivement constituer sa patientèle, donc elle va prendre des nouveaux patients médecins traitants. Et c'est vrai qu'on aimerait bien compléter l'offre, alors avec 2 plein temps de médecins généralistes, mais aussi avec peut-être des vacations de médecins spécialistes. Donc on prospecte un petit peu auprès de nos connaissances, auprès des établissements qui sont aux alentours, pour savoir si des médecins spécialistes seraient intéressés pour venir faire des vacations. Et on aimerait bien aussi avoir des professionnels de santé paramédicaux, comme des orthophonistes, comme des diététiciennes, comme des sages-femmes, pour venir compléter l'offre et vraiment proposer une prise en charge globale à la fois à la population du quartier, mais aussi à la population de la commune.
Une dizaine de jours après les 50 ans de la loi autorisant l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, portée justement par Simone Veil, un portrait de cette figure éternelle de l'humanisme signé par l'artiste C215 sera dévoilé lors de l'inauguration demain à 18h. Rencontre au sommet demain à Istres. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et le ministre d'État chargé des affaires de la défense des Émirats arabes unis seront en visite officielle à 14h sur la base aérienne 125. L'occasion pour les deux ministres de s'entretenir avant la cérémonie de présentation du premier des 80 Rafales commandés à Dassault Aviation. Rafale qui servira d'avion d'essai de développement du standard des Émirats arabes unis. Un contrat historique, rappelez-vous, de plus de 16 milliards d'euros avait déjà été signé en 2021 par les Émirats, justement pour équiper son armée de l'air de Rafale, le contrat d'armement le plus important pour la France jusque-là. Retour sur la journée de commémoration en mémoire des victimes de la Shoah. C'est un hommage vibrant qui a été rendu hier au camp d'Émile, en écho aux 80 ans de la libération d'Auschwitz, camp qui comptait parmi des milliers de déportés, 2000 personnes en provenance du camp aixois. Cette cérémonie a fait la part belle aux chants et puis aux lectures poignantes, notamment celle du testament d'Auschwitz. Reportage empreint d'émotion, signé Nordine Ali Saïd. J'avais ici même demandé pardon. Une cérémonie commémorative réunissant associations, élus et préfets, mais également marquée par la mise à l'honneur de la jeunesse. J'étais content et c'était cool parce qu'il y avait aussi les parents qui nous regardaient. Ça m'a beaucoup touchée parce que il y a mon papy et tout qui est allé à la guerre. C'est quelque chose qu'on ne doit jamais refaire. Une cinquantaine d'enfants des écoles de Marseille-Saint-Charles et de deux écoles d'Aix-les-Milles ont participé à cet hommage où le devoir de transmission est essentiel, selon Geneviève Leuric, directrice de l'école Roumanie d'Émile. Tous les enfants ont des adresses en rapport avec le camp d'Émile. Donc c'était important et de transmettre tout ce qui est lutte contre la différence, contre le harcèlement, contre le racisme, l'antisémitisme et le vivre ensemble. Ce qui réalise qu'en fait il s'agit d'enfants qui avaient le même âge qu'eux. Parmi les 2000 juifs déportés du camp d'Émile vers Auschwitz en 1942, 200 étaient des enfants et la plupart ont péri dans les camps. Ce lundi, des survivants comme Antoine Mignemi, témoin de la rafle du Vieux-Port en 1943, étaient présents. On a été traumatisés par cette tragédie. Traumatisés que ce sont, quand on est victime de choses comme ça ne s'efface pas. Ça se surmonte, mais ça ne s'efface pas. Des gerbes ont été déposées et le nom des justes qui ont risqué leur vie pour sauver les déportés a été cité. Une cérémonie où la souffrance est indélébile, mais pour beaucoup, le devoir de mémoire reste un rempart contre l'oubli et la barbarie. Et sachez que la ville de Martigues a également commémoré les 80 ans de la libération d'Auschwitz avec un dépôt de gerbes hier après-midi devant le monument aux morts dans le quartier de Jonquière. Allez, on parle environnement pour la suite du journal. Attention au retour des chenilles processionnaires dans les jardins et les bois. Vous les avez peut-être déjà aperçues, ces boules de soie nichées dans les pins qui ont déjà fait leur apparition en ce début d'année. Cette espèce de chenille, aujourd'hui considérée comme étant nuisible pour la santé des humains, mais également des animaux. Elle provoque des réactions allergiques. C'est ce que nous explique le docteur vétérinaire Sylvain Rançon, l'un des cofondateurs du 3115, ce numéro vert d'urgence vétérinaire. Je vous propose de l'écouter au micro de Noria Boussena. Concrètement, les animaux rentrent en contact avec les poils urticants des chenilles qui contiennent un venin, et quand les poils se cassent, le venin se répand, et donc c'est là que ça provoque des réactions. Des réactions justement qui peuvent être très dangereuses aussi pour l'animal, mais par contre aussi pour l'homme aussi. Et ça dépend vraiment de la zone qui va être touchée, de la nature de cette zone. Si c'est une zone cutanée, si c'est la peau, les réactions seront en général relativement limitées. Si c'est des muqueuses, la muqueuse de l'œil, la muqueuse de la langue, des joues, là c'est effectivement beaucoup plus compliqué parce que les réactions sont relativement aiguës, vives. Il y a des gros gonflements, il peut y avoir chez le chien, on a très souvent des nécroses de parties de la langue. Il y a des chiens qui perdent carrément une partie de leur langue suite à un contact avec une chenille.
Et chez l'homme, effectivement, les contacts sont beaucoup plus rares au niveau buccal. Par contre, ça peut arriver que quand on s'occupe des cocons ou quand on croise effectivement des chenilles, ou alors qu'on va essayer de nettoyer son animal qui a été en contact, on peut avoir une projection de poils au niveau des yeux. Voilà, ça fait des démangeaisons, des rougeurs et parfois des réactions plus importantes. L'année dernière, le service des urgences vétérinaires a recensé près de 300 cas affectés par les chenilles entre Martigues et Hyères. On passe au sport avec du handball et les Bleus qui poursuivent leur aventure, vous le savez, dans le championnat du monde. Place au quart de finale ce soir. L'équipe de France affronte l'Égypte, coup d'envoi à 20h. En hockey sur glace, la mission des Spartiates ce soir, c'est de se relancer à domicile face à Rouen. Et je peux vous dire que la tâche n'est pas aisée. Un match qui s'annonce compliqué face à une équipe en forme avec 4 victoires sur les 5 derniers matchs. De leur côté, les Spartiates sont dans une très mauvaise passe, c'est le moins qu'on puisse dire, avec 6 défaites de rang. Pour repartir de l'avant, nos Marseillais devront tout faire contre une équipe qui les a déjà battus 2 fois cette saison. Écoutez le coach Luc Tardieu au micro de Flavio Noriga. Dans la série avec Rouen, parce que moi je marche bouchou comme ça en match-up, dans la série avec Rouen on est à 2-1, donc on peut égaliser. Moi je pense que si on arrive à trouver de la constance dans ce qu'on fait, on est capable de rivaliser contre n'importe quelle équipe. Donc il ne faut pas se mettre de barrière, il ne faut pas se dire c'est Rouen, on va laisser passer le match, bien évidemment que non. Voilà, chaque point là il va être décisif pour nous, pour la qualification, donc on va le jouer à fond à chaque fois. Non, c'est très très serré, on a perdu énormément de points en route, ce qui fait qu'on est dans cette situation-là. Maintenant ça ne sert à rien en fait de se pencher sur le passé. C'est la situation du club à l'heure actuelle, il nous reste des matchs, ça va être des finales systématiques pour aller chercher notre place en play-off, qui est l'objectif du club. Début de la rencontre à 20h15 au Palais Omnisport de Marseille. On croise les doigts. De l'aventurier au chant des cygnes, en passant par Canary Bay, 3 nuits par semaine, J'ai demandé à la lune ou encore nos célébrations, le top départ de l'Arena Tour d'Indochine, c'est ce soir et quand on est fan, on ne compte pas ni les kilomètres, ni le temps d'attente de la toute première date de la tournée. Si certains sont arrivés aux aurores près de l'Arena du Pays d'Aix, d'autres ont élu domicile depuis quelques jours déjà, histoire d'être sûr d'être aux premières loges. Réaction au micro de Flavio Noriga. Moi je suis née ici pour n'être qu'avec toi. Indochine c'est ma vie, donc je fais toutes les dates quasiment. J'ai dû les voir une 50aine, 60aine de fois. Et on sait qu'il y a généralement beaucoup de monde qui arrive très tôt, donc l'idéal ce serait quand même d'avoir une place en barrière pour avoir un début très bien placé pour le début de tournée. Ça rajoute qu'on se sent plus en connexion avec eux, plus dans le même move que si on est loin. J'ai déjà fait une fois en gradin et on ne ressent pas du tout la même chose en gradin. Puis on peut bouger et puis on est avec les fans. Ouais, c'est chouette. Ouais, ça va commencer à chanter un peu dans les rangs, donc ça va être sympa. En espérant que le soleil reste aussi, ce serait cool. Connaître d'autres personnes, d'autres fans, partager ce qu'on aime, on est là pour ça. Voilà, donc j'attends l'autographe de Nico sur mon tatouage et de tous les autres, que le message passe, parce que j'en peux plus d'attendre. Début du concert ô combien attendu d'Indochine, donc ce soir à 20h. 3 autres dates sont également prévues, toujours à l'Arena du Pays d'Aix, demain, vendredi et samedi 1er février. Et pour rester sur la scène de l'Arena, sachez que Florent Pagny fera son grand retour dans un an tout pile avec 3 dates. Ce sera en janvier 2026, donc l'ouverture de la billetterie n'attend pas. C'est demain, soyez au rendez-vous. Avis donc aux inconditionnels de Florent Pagny. Pas de journal sans finir par un coup d'œil sur les prévisions météo. Aujourd'hui, c'est plutôt un clin d'œil tout particulier à Catherine Laborde qu'on souhaite partager avec vous. L'ex-présentatrice de la météo de TF1, vous le savez, s'est éteinte à 73 ans. Tu es partie sereinement dans ta maison de l'Île-Dieu que tu aimais tant, pour reprendre les mots de sa sœur, la journaliste Françoise Laborde. Catherine Laborde qui souffrait d'une maladie neurodégénérative depuis 2014. Sa douce voix, son sourire et son professionnalisme ont marqué les esprits et toutes les générations pendant tant d'années. Son dernier plateau JT remonte à janvier 2017, laissant 8 ans plus tard la météo en berne. Ainsi s'achève notre édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un prochain journal sur Maritima TV.